Aujourd'hui, dans notre chapitre sur la définition des termes que nous utilisons, nous allons considérer le féminisme. Le féminisme, si on le regarde de manière euh, académique, est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, sociales et culturelles qui visent à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Il milite pour la reconnaissance des droits des femmes et leur émancipation dans toutes les sphères de la société, juridique, politique, économique et culturelle. Il est bien sûr né euh, d'une situation historique et nous savons que souvent les femmes ont été considérées comme moindres que les hommes dans plusieurs sociétés et souvent maltraitées ou laissées pour compte. Les principes fondamentaux du féminisme sont d'abord l'égalité des genres. Le principe de base est que les femmes et les hommes sont égaux en dignité et doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes chances. Tout ça, bien sûr, c'est la théorie. Ensuite, la lutte contre le patriarcat, qui combat les systèmes de domination masculine et les discriminations structurelles. Ensuite et enfin, l'intersectionnalité. Le féminisme moderne reconnaît que les inégalités vécues par les femmes se croisent avec d'autres facteurs: classe sociale, origine, orientation sexuelle, handicap. Selon les notes que j'ai prises sur l'Internet, l'évolution historique du féminisme est la suivante. 4 grandes périodes, ou appelées vagues. Première vague, du 19e siècle aux années 1930, axée sur les droits civiques, l'accès à l'éducation et le droit de vote. On sait qu'au 19e siècle, les filles n'avaient au départ pas le droit d'aller à l'école. Ensuite, à la fin du 19e siècle et avec l'école gratuite et obligatoire, ma grand-mère est allée à l'école primaire. À l'époque, on n'allait pas en secondaire. Et puis, au milieu du XXe siècle, finalement, on a vu les premières femmes accéder à l'université. Deuxième vague, années 60 à 70, centrée sur la libération des femmes, l'égalité salariale, le droit à la contraception et l'avortement. C'est également l'époque à laquelle on a commencé à donner une personnalité juridique aux femmes. Par exemple, avant, ma mère n'avait pas son nom à elle. Quand on lui écrivait des lettres, on écrivait Madame Charles Parent, c'est-à-dire le nom de son mari. Ensuite, son mari est mort, elle est devenue Madame Veuve Charles Parent. À l'époque, on n'avait pas le droit de sortir du pays sans une signature écrite, une permission de notre père. Et c'était les pères qui étaient censés signer les bulletins hebdomadaires des enfants à l'école. Troisième vague, les années 90, axée sur la diversité et la remise en compte de l'universalisme blanc dominant. Maintenant, nous sommes dans le délire, soulignant que l'expérience des femmes varie selon leur origine et culture. Et la quatrième vague, depuis 2010, portée par l'activisme numérique, MeToo par exemple, et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. On peut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses à souligner au propos du féminisme. Il y a eu également beaucoup d'exagération, beaucoup de délire dans le féminisme. Par exemple, surtout en Amérique, des femmes ont publiquement déclaré qu'elles n'avaient pas besoin des hommes pour exister. Bien sûr, c'était le pendule glissant avec force d'un côté à l'autre. Et ce féminisme, pour finir, on doit souligner qu'il a
un lien spirituel avec le concept de la femme comme première divinité. Un concept qui trouve ses racines dans les sociétés matriarcales et surtout les religions anciennes. Par exemple, toutes les statues de Marie avec l'enfant, qu'on trouve dans l'Église catholique, sont inspirées directement de statues de culte très anciens, bien avant le catholicisme. Avant l'essor des cultes patriarcaux, la figure féminine incarnait la création de la vie, la fertilité et la nature. Dans la religion traditionnelle Igbo au Nigeria, euh, le dieu suprême, Chukwu, n'a pas de culte. On le reconnaît, mais il est très lointain et il ne s'exprime pas pratiquement en tant que personne. Au contraire, Allah, la terre-mère, est au centre du culte. Elle a ses prohibitions, ses interdits, et on se doit de la respecter. L'archéologie, notamment à travers les travaux inspirés, suggère qu'en Europe et au Proche-Orient, les sociétés préhistoriques, du Paléolithique au Néolithique, vénéraient une grande déesse, symbole de la fertilité, de la terre nourricière et du cycle de la vie. Elle était considérée comme la source ultime de l'existence. Dans la mythologie grecque, Gaïa, la terre, émerge du chaos primordial. Elle est la matrice originelle, la mère de tous les dieux et de toute vie, antérieure aux Olympiens. Dans la tradition sumérienne, Inanna ou Ishtar en Mésopotamie est une puissante déesse de l'amour, de la fertilité et aussi de la guerre. Et on voit cela aussi dans la Bible où le culte d'Ishtar est une des dérives critiquées, bien sûr. La prédominance de la femme comme divinité suprême a progressivement décliné avec l'émergence des peuples indo-européens et la transition vers des sociétés guerrières ou pastorales. Les panthéons ont alors été restructurés pour placer des figures masculines comme Zeus au sommet de la hiérarchie céleste. Mais par contre, aujourd'hui, de nombreux courants spirituels et féministes cherchent à réhabiliter cette centralité féminine originelle. C'est le cas de la Wicca, des sorcières, et des mouvements qui placent la déesse, souvent associée à la lune, au centre de leur cosmogonie, célébrant l'immanence et le pouvoir créateur féminin. Les sorcières soutiennent la déesse au centre. On trouve également cela dans les arts et curieusement également dans les apparitions mariales signalées ici et là dans l'Église catholique, qui a néanmoins beaucoup hésité à les accepter. Donc, ne mettez pas la femme au centre du monde et non plus au centre de la famille. L'homme est le chef de la famille pour les chrétiens et la femme est son compagnon, sa compagne, celle qui le soutient et celle qui est plus spécialement chargée de l'enfantement.